C'est facile, tout le monde lève, je vais devenir millionnaire, on paper, tu vois, genre j'ai déjà levé X millions, ma boîte vaut tant, je me suis même pas lancé, tu vois, j'ai déjà des millions virtuels, après tu refais des tours, tu vois, et t'as eu beaucoup de millionnaires en paper money, quoi, enfin, et ouais, je pense que là, ouais, on va revenir un peu à des fondamentaux, où monter une boîte c'est dur, scaler une boîte c'est dur, être rentable c'est dur, c'est très exigeant, tout le monde n'y arrive pas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et de l'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. Vous connaissez le SaaS, Software as a Service, vous connaissez le PaaS, pour certains, les plateformes as a service, le IaaS pour l'infrastructure, et vous allez découvrir le DaaS dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le Device as a Service. Et on part à la rencontre d'un nouvel univers dans ce monde à la croisée entre le logiciel et le hardware. On va s'intéresser en plus à une personnalité assez charismatique du monde entrepreneurial français, quelqu'un qui a l'entrepreneuriat, l'investissement et le monde des startups en général dans le sang. Je reçois Alexandre Berich, entrepreneur singulier de la French Tech, que je suis content d'avoir et avec laquelle je suis content de partager cette heure. On va creuser le succès de Fleet, société de leasing de matériel informatique, qui rencontre un succès assez impressionnant depuis son lancement en 2019. Un échange qui va nous amener certainement sur des sujets plus larges que Fleet. On va parler du monde de l'entrepreneuriat en général. Vous allez voir par rapport à l'entrepreneuriat que Alexandre est un infatigable. On va parler de ce rôle de CEO qui ne lui suffit pas parce que vous allez voir qu'il a d'autres casquettes avec pas mal d'expérience à partager. Mais salut Alex, merci de passer au micro d'Innovation Leaders. Merci de me recevoir, avec plaisir, et merci pour tous les compliments que je trouve un peu excessifs, mais bon, écoute, je vais me calmer alors. Ok, juste un mot. Toi, t'as quel âge? Tu peux me rappeler? 32 ans. 32 ans. Bon, tu peux me raconter un peu les principales étapes de ton parcours jusqu'ici? Je veux dire les étapes, on va dire avant Fleet et ce qui t'a amené à Fleet. Ouais, avec plaisir. Écoute, moi, j'ai fait une école de commerce. En gros, voilà, j'ai toujours été attiré par. Au départ, j'étais attiré par le développement international. Donc j'aimais beaucoup voyager, l'international, etc. J'avais fait, une première expérience où j'avais dû développer une sorte de start-up à l'époque qui s'appelait OneIntube. À l'époque, les startups, c'était pas trop dans le SaaS. Et j'avais eu l'opportunité via un fonds d'investissement qui s'appelait Entrepreneur Venture à l'époque, qui était un des gros fonds de capital risque, capital développement. Et quand j'avais fait ce stage, je m'étais rendu compte, qu'il fallait quand même que je développe des skills un peu plus analytiques, financières, mieux utiliser Excel, des choses comme ça. Et donc, je me suis réorienté pour une courte période en audit, puis j'ai fait du private equity, justement pour développer à la fois ces soft skills de rigueur, analytique, etc., et d'autres skills, plus de compréhension des business models, compréhension des PNL, ces choses-là. Mais assez vite, en début de carrière en private equity, je me suis rendu compte que l'opérationnel, l'aspect plus entrepreneurial me manquait. Donc, j'ai rejoint Rocket Internet, qui était une boîte allemande qui t'envoyait un peu partout à l'étranger. Donc, j'étais 2 ans chez Jumia pour développer le e-commerce, le Amazon africain là-bas, en Afrique du Nord. Ouais. Avec quel rôle? Avec un rôle de Head of Ops d'Afrique du Nord, puis de directeur général de Tunisie. Donc, j'ai passé 2 ans là-bas, 1 an en tant qu'Head of Ops North Africa et 1 an en tant que Managing Director Tunisia. Et après ça, je me suis posé une première fois la question de monter une boîte. Et en fait, j'ai fait le wagon à cette période pour, donc Jumia, c'était une boîte assez e-commerce, marketplace, donc assez low-tech, et je voyais que, il fallait que je développe plus de skills en product, une meilleure compréhension du produit, de l'engineering, du design, etc. Donc j'ai fait le wagon, et je me suis posé la question de monter une boîte à ce moment-là, et je me suis dit qu'en fait, s'il était peut-être mieux pour moi de, travailler dans une startup européenne, parce que Jumia, en réalité, c'était un setup un peu particulier où tu n'avais pas vraiment de compétiteurs, donc tu étais en compétition un peu face à toi-même, dans le sens où il fallait aller très vite dans des nouveaux marchés.
Donc t'avais pas de compétition sur attirer des talents, pas de compétition sur faire du marketing. Tu vois, on était quasiment tous les seuls à bider sur Facebook à l'époque. Donc c'était un environnement différent de l'environnement européen où c'est beaucoup plus compétitif, d'attirer des talents, de faire du marketing, etc. Et donc là, j'ai rejoint Aeronac pendant 2 ans et après je suis allé chez Fleet. J'ai fondé Fleet. Et Aeronac, du coup, t'avais quel rôle chez eux? Parce que Aeronac, c'est un centre, c'est un peu un concurrent de Le Wagon, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est Ouais, un peu, ouais, exactement. proche. Et donc chez eux, j'ai passé 2 ans. Au début, j'ai été launcher de Paris, puis je suis devenu le head of expansion. Donc j'ai supervisé l'ouverture des différents marchés. Tu vois, donc j'ai ouvert Paris, Lisbonne, Amsterdam, Berlin, Mexico, Sao Paulo. J'ai ouvert 6 villes, enfin supervisé l'ouverture de 6 villes. Et à la fin, j'étais dans un rôle, la dernière année, j'étais dans un rôle de CEO, quoi. Je dirigeais tous les marchés, enfin, tous les directeurs de pays me reportaient. Et les ops et la data, etc. Donc, donc c'était super comme expérience parce que j'étais dans une boîte, qui avait un business model proven, qui était assez tôt, même si la boîte avait 4 ans, mais tu vois, ils faisaient 2 millions de CA, ils étaient dans 3 villes, ils avaient 20 salariés quand je les ai rejoints. Et donc, on est passé de 2 millions de CA à 20 millions de CA, de 3 villes à 9 villes, de 20 salariés à 120 salariés. Donc, tu vois, j'ai pas mal scalé la boîte. Et on avait une bonne répartition des rôles. Il y avait 2 CEO, mais qui étaient plutôt, qui m'ont pas mal appris en strat, brand, culture d'entreprise. Tu vois, des sujets que j'avais moins vus chez Hiring, des sujets que j'avais moins vus chez Rocket, enfin, tu vois, sur les best practices. Et moi, j'ai apporté tout ce truc, très exécution, operation, déploiement, playbook, aller vite et tout. Et donc, très chouette comme expérience. Ok, beaucoup d'expérience en peu de temps et avec une fibre entrepreneuriale qui a été plus ou moins développée dans ces différents projets. Ça devient d'où, toi, cette culture entrepreneuriale? C'est un truc familial? C'est un truc que tu développais tout seul? Ou comment t'en arrives à ouais, autant de projets? Je pense qu'en fait, moi, mon père est libraire, donc tu vois, c'est pas une start-up, Des scale-up, mais quand même, tu vois, il est à son compte. Et donc, tu vois, moi, petit, je le voyais, voilà, il rentrait tous les soirs. Et, tu vois, il ouvrait sa boutique le matin, tous les jours, même malade. Enfin, il travaillait à son compte et je pense que tu vois, ça a dû, jouer, me façonner un petit peu. Puis, tu vois, donc cet aspect-là d'indépendance, de travailler pour soi, etc. De se lever tôt, de se battre. De travailler, si tu travailles pas, il y a rien qui tombe, etc. quoi. Donc cet aspect-là, je l'ai vu. L'aspect commerçant aussi, tu vois, le client est roi, ces sujets-là. Enfin, tu vois, donc tu vois, tout ça, je pense que ça m'a forcément inspiré. Et après, tu vois, c'était aussi culturel où du coup mes parents étaient ils en parlaient un peu à la maison et ils étaient dans cet aspect-là assez commerçant et assez et ils m'ont toujours dit voilà de compter que sur moi, de travailler dur, ces choses-là. Donc c'est sûr que ça devait jouer un petit peu sur ma fibre, j'imagine. De façonner un peu. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de Fleet. Beaucoup ne connaissent pas, beaucoup connaissent, mais si tu devais expliquer à quelqu'un qui connaît pas Fleet, tu le pitcherais comment? Ouais, écoute, Fleet, on est une solution, donc comme tu disais, de device as a service. Donc, on s'adresse à des startups et des PME qui avant achetaient des ordinateurs et qui là du coup vont pour un loyer mensuel, donc 49 euros, 59 euros par mois, avoir du coup le même MacBook qu'ils achetaient, mais avec pas mal de services autour, notamment une garantie premium qui leur permet en cas de souci sur un produit de le faire réparer, et un SaaS de gestion qui simplifie beaucoup la vie et les professionnalise. Dès qu'ils ont pas mal de salariés à embaucher, grâce à la plateforme de Fleet, tu vois, ils peuvent livrer leurs salariés à plusieurs adresses, notamment en télétravail, mettre un ticket en cas de problème avec une machine, etc. Donc voilà, je dirais la catégorie c'est Device as a Service et notre mission Fleet simplifie l'équipement, la gestion et le renouvellement du matériel informatique pour les startups et les PME. Ok. Vous faites hardware, la plateforme de gestion, il n'y a pas de service autour. Si, il y a une extension de garantie. Ok. Extension de garantie. Donc, tu vois, en cas de problème sur une machine, on la répare. Ok. Et un truc pour comprendre l'état d'esprit et le contexte quand vous vous lancez. Je dis vous parce que vous êtes 2 au départ avec Sevan. Ouais, on est toujours 2 d'ailleurs. Ouais. Toujours 2. Vous vous lancez avec l'idée de
c'est un projet qui arrive comment en fait et ça m'intéresse de comprendre un peu les premières étapes. Tu sais, est-ce que c'est un projet que t'as mûri et que t'as travaillé en parallèle de ton précédent job, ou c'est un truc où tu t'es dit allez, faut que je me lance, j'ai quelques idées. Ça m'intéresse de comprendre un peu comment tout ça s'est passé dans les premiers instants. Ouais, exactement. Bah, comme tu le dis, en fait, ça c'est, je sais pas à quel point c'est commun, mais sûrement que ça doit l'être un petit peu. Mais moi, je voulais monter une boîte avant d'avoir l'idée de Fleet. Donc, tu vois, j'étais Ok. plutôt dans une démarche intellectuelle de chercher une idée, quoi, plutôt que l'idée m'est Toute tombée partie de l'idée, ouais. et après j'ai voulu monter une boîte. Donc, tu vois, j'avais cette volonté de monter une boîte, donc chercher des business models, etc. Après, l'idée est arrivée et quand j'ai eu l'idée, bah, j'ai commencé à travailler dessus en parallèle d'Ironhack et je voulais être certain. Bon, j'en ai parlé à Sévan, tu vois, pour m'assurer que tu vois que l'idée lui parlait aussi, puisqu'on voulait monter une boîte ensemble. Et après, on a commencé à travailler dessus. Et quand j'ai senti que j'étais prêt et qu'on était prêt à roll out, du coup, j'ai quitté Ironhack et je l'ai lancé quelques jours après, quoi. Ok. Et avant de comprendre les premières étapes de ce lancement, une fois que tu dis que tu te lances, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as juste l'idée, tu as un MVP, je sais pas, mais l'idée vient d'où à la base? Parce que t'es pas du tout dans le monde du hardware. Elle te vient comment, cette idée? Ouais, l'idée, elle vient bah, du coup, tu vois, je réfléchissais je voulais monter une boîte, du coup, plutôt B2B. J'aimais bien les business models de souscription, d'abonnement. À l'époque, j'étais pas mal inspiré par Alan, tu vois, qui simplifiait, la mutuelle pour entreprise, donc qui venait avec une belle brand, un onboarding simple, très digital, une belle plateforme de suivi de tes employés, etc. Tu vois, un super customer service et tout. Donc ça me parlait. Pareil au Conto, tu vois, onboarding digital. Euh, J'aimais bien chez Payfit aussi, qu'on retrouve d'ailleurs chez Alan, mais que à chaque nouvel employé, tu rajoutes un compte, tu vois. Mmh. Donc tu as de l'upsell au sein d'un compte. Tu profites de comment tes comptes grossissent, grandissent, quoi. Donc il y avait des trucs comme ça qui me parlaient, plus B2B et tout. Mon cofondateur et moi, on est profil assez ops, donc tu vois, on se voyait pas faire un pur SaaS. Donc tu vois, il y avait des contraintes autour de tout ça. À un moment, moi, j'ai cassé mon ordi pro chez Aeronac et du coup, tu vois, j'ai fermé le clapet de mon MacBook sur mes AirPods et l'écran s'est fissuré. Et du coup, l'écran s'allumait plus et je me suis retrouvé à aller à la Fnac des Champs, racheter un ordi vraiment à l'arrache, tu vois. Je sais pas pourquoi, j'avais un MacBook et je me suis dit, ah, mais en fait, ça fait longtemps que j'ai envie de retester PC, donc je voulais un PC, je voulais un Lenovo, je suis allé à la Fnac des Champs, ils avaient plus de Lenovo, ils m'ont dit, non, mais prends un Asus. Tu vois, je me suis retrouvé avec un Asus que je connaissais pas le modèle, je l'ai acheté upfront avec la carte bleue de la boîte. Le mec voulait me vendre un antivirus en plus, me vendre Excel, enfin, vendre une assurance. Je savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je prenne, pas qu'est-ce qu'il fallait que je prenne. Je me rendais compte qu'il y avait pas de politique de boîte sur le sujet. Ouais, c'était, et donc, Petite révélation, quoi. ouais, non, sur le moment, j'ai pas eu la révélation, mais tu vois, rétrospectivement, elle est venue, quoi. Donc, tu vois, ça a été un moment un peu de stress, quoi, tu vois, genre, j'avais plein de calls la journée, j'étais à l'arrache et tout. L'ordi cassé, tu vois, j'ai pas su quoi en faire, je l'ai mis dans un placard. À un moment, on m'a dit, ah, il y a un nouvel employé qui arrive, est-ce qu'on l'utiliserait pas? Un stagiaire était essayé de le faire réparer, mais on n'avait plus la facture. Tu vois, tout était très archaïque. Et quelques semaines après, il y a le CEO d'Iona qui m'a demandé de passer toute l'Europe en leasing. Donc là, j'ai demandé au directeur pays qui me reportait tu vois, de chercher une solution de leasing, si possible pan-européenne, mais sinon, voilà, simple, etc. Ils ont cherché des choses et personne n'est revenu avec quoi que ce soit, quoi. Donc, enfin, tu vois, ils m'ont dit, ah, on a contacté, machin, mais c'était compliqué. Ils veulent 3 bilans, dont 2 rentables. Enfin, tu vois, c'était complexe, quoi. Bon. Et là, il y a une petite lumière qui s'allume au-dessus de ta Et tête. là, voilà, une petite lumière s'allumait. J'ai connecté la partie expérience, Ouais. service, onboarding dont je t'ai parlé sur le truc cassé. J'ai connecté l'idée Du de fait qu'il y a un marché qui a pas l'air très, marché. Je me très, suis ouais. dit, ah, mais en fait, tu vois, on pourrait faire le Alan ou, tu vois, ou le Ouais. Payfit On pourrait faire le fleet.
Et du coup, quand tu te lances, tu commences par quoi? T'as des premiers clients qui te suivent, t'achètes un premier stock enfin, que toi, on commence par quoi concrètement? Une fois que t'as déposé tes statuts, là, tu commences par quoi? Bah ouais, statut, brand, ouverture de compte bancaire, créer la première landing page. Il y a eu un gros travail préparatoire de, tu vois, avoir un agrément de partenaire financier puisqu'on se fait refinancer les ordis par des partenaires financiers. Donc c'est eux qui financent nos flux. Donc ça c'était assez stratégique. Sujet, ouais. Donc trouver le bon partenaire. Et ouais, voilà, enfin, créer la plateforme, créer un premier CRM, enfin, utiliser HubSpot, et tout brancher, faire la première version de la brand, la première version du site. Et là, l'acquisition client se fait comment? Par bouche à oreille, par réseau, par prospection? Comment tu développes? Ouais, alors la première acquisition client, réseau. Donc j'étais déjà un petit peu plus light que maintenant, mais un petit peu business angel à l'époque. Donc on s'est fait suivre par quelques startups que j'avais backées, quoi, qui ont gentiment décidé de nous suivre. Ça, un peu d'amis d'autres startups, etc. Puis on a commencé à poster sur Facebook, sur LinkedIn, des posts, du social media. Donc là, il y a eu un peu de traction et ouais, ça a commencé comme ça. Je pense que c'est ça l'acquisition de nos premiers comptes. Ok. Et il y a quand tu te lances en 2019, je pensais à toi parce que quand j'ai vu le lancement, moi j'étais en pleine galère d'acquisition de sourcing de laptop. Enfin parce que bon, tu t'es lancé juste avant le Covid, mais finalement il est arrivé assez vite. Il y a eu toute la crise industrielle et la crise des composants qui fait que c'était un peu compliqué. Ça t'a pas mis à plat, ça n'a pas été un trop gros risque le sourcing du matériel pour ton lancement? Ouais, alors le sourcing, non, mais moi je me suis lancé en avril 19. Donc tu vois, le Covid est arrivé un an après. Mais sur la demand, il y a eu un gros choc, quoi, quand il y a eu le Covid, puisque je sais pas si tu te souviens, mais ça a été assez brutal, hein, le Covid, où tu vois, il y a un jour Macron a dit bon bah à partir de maintenant, vous êtes tous confinés, vous avez plus le droit de bouger, et donc on a tous été dans l'inconnu. Notamment tu vois bah les patrons de boîtes qui du coup ont frisé tous les hirings, quoi, et donc nous en fait on est commandé au moment de l'hiring, quoi, donc Ouais. quand il y a un recrutement, tu prends un ordinateur, quoi. Et vous avez pas été, parce que moi je me disais que tu t'en bénéficiais à l'époque, parce que quand je voyais les Payfit, les Alan Co, ils ont pas arrêté de recruter, mais en fait tout était fermé. Donc je me disais que ça aurait presque pu être un accélérateur pour toi. Alors ouais, donc Payfit, Talent, tout ça, c'est un peu gros pour être nos clients, puisque tu vois ils ont, je pense, quasiment 1000 salariés, donc tu vois nous on target plutôt PME, donc moins de 250. Et je suis pas certain que pendant cette phase de Covid, enfin ces 3 mois là de confinement, Ouais. etc., je pense que même eux recrutaient pas, quoi. Mais après j'en sais rien. Enfin j'imagine qu'il y a eu un peu, enfin tu vois c'était un peu l'incertitude, qu'est-ce qui va se passer. Après c'est reparti assez bien, mais je veux dire il y a eu même mini crack boursier de quelques jours où tu vois les actions ont baissé. Après ça, la tech s'est améliorée, notamment avec la politique de la Fed, etc. Mais il y a eu quelques jours, une phase un peu semaines, un d'incertitude. peu de doute, ouais. Et après, c'est reparti. Et après, il y a eu quand même Après, c'est ça faisait reparti. partie des belles années. Enfin, ton marché, s'il est un peu startup, scale-up, tech, il y a eu quelques très belles années parce que c'était quand même une croissance, enfin, Et après, il y a eu, ouais, un beau cycle. un engouement de dingue, quoi. Ouais, il y a eu un très beau cycle. Sur lequel tu as pu te développer. Et d'ailleurs, tes chiffres me font un peu halluciner parce que juste pour la petite histoire, nous, on s'est lancés tous les deux en même temps dans l'entrepreneuriat. Moi, en 2019 aussi avec Equiden. On fait à peu près les mêmes chiffres d'affaires au bout de 2 ans et demi, 3 ans avec à peu près 12 millions d'euros. Sauf que toi, en tout cas, les chiffres que je connais, moi, chez Equiden, on est bientôt 200 personnes, on fait 12 millions d'euros. Toi, tu fais à peu près le même chiffre d'affaires, mais sauf que vous êtes, quoi, 40? Je dis une bêtise? Ouais, même 30, ouais. 30, ouais, 30 pour le même chiffre d'affaires. C'est assez impressionnant comme chiffre d'affaires rapporté au nombre de la personne. Ça représente quoi comme type enfin, combien de clients et combien de machines je sais pas si on peut rentrer dans ce détail-là, mais ça représente quoi comme parc de machines louées, ça? On a un panier moyen relativement élevé puisque tu vois, on loue beaucoup de MacBook assez quali, donc tu vois autour de 2000 euros. Donc On achète one shot au départ ou vous êtes en mensualité? Ah oui, alors nous on se fait refinancer par nos partenaires financiers. Donc tu vois on capte les 3 ans de revenus upfront, quoi. Ok, effectivement. Donc ça aide à faire des beaux chiffres comme ça. les chiffres, enfin tu vois, ça fait que chaque order a un gros
un gros volume, quoi. Et vous vous attendiez à ces chiffres-là avec Sevan, enfin par rapport au business plan que vous aviez évoqué au départ, vous imaginiez avoir cette croissance-là? Oui et non. Enfin, tu vois, c'est pas facile à. Parfois, on a pensé qu'on irait plus vite et on a eu des paliers. Et parfois, on allait beaucoup plus vite que le business plan. Donc, non, je pense que dans l'ensemble, on est assez satisfait de ce qu'on a achieve tu vois, en 4 ans de travail, quoi. Enfin, 3 ans et demi, bientôt 4. Après. Après, tu vois, moi, je suis assez exigeant avec moi-même, notamment, quoi. Donc, on vise toujours mieux, quoi. Ouais, on en parlera après, mais les ambitions sont assez importantes. Un mot pour la partie market. Vous êtes, je me disais aussi potentiellement impacté par et positivement, mais par le côté le rating EcoVadis, j'ai envie de dire toute la partie un peu RSE des sociétés qui plutôt que d'acheter des stocks de machines vont les louer. Est-ce que ça c'est un élément porteur pour toi? Ouais. Donc, nous, on est, tu vois, je pense que Fleet, on cherche. Bon, alors évidemment, tu vois, on est un business avant tout, quoi. Donc, on veut grossir, être profitable, etc. Après, on s'est dit assez tôt que voilà, monter une boîte aujourd'hui, il y avait aussi un aspect responsabilité, donc essayer tu vois, de contribuer à l'amélioration, Social ou des sociétal, choses, ou voilà. sociales ou écologiquement, quoi. Mhm. Et donc on essaye tu vois, de contribuer à ça positivement de plusieurs façons. Donc sur la plateforme de Fleet, tu peux choisir des ordinateurs soit neufs, soit reconditionnés. Donc tu vois, on pousse un peu le reconditionné. Après, on laisse le choix aux clients. Ceux qui veulent prendre du neuf prennent du neuf. Mais on fait un gros travail tu vois, chercher. Parce que tu vois, qui dit reconditionné, il faut faire attention aussi à la qualité. Et quand t'embauches quelqu'un, tu veux pas te permettre, tu vois, de lui mettre du matériel un peu pourri, quoi. Enfin, donc on fait un gros travail de fournir du très bon reconditionné qu'on filtre énormément, etc. pour pousser le reconditionné, mais en laissant libre choix à l'entreprise. Et après, on fait un gros travail en fin de location. Tu vois, je disais Fleet simplifie l'équipement, la gestion et le renouvellement. Donc sur le renouvellement, il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui laissent des ordis mourir dans des placards, tu vois, qui savent pas quoi en faire. Donc nous, aussi bien les ordis Fleet, et c'est une offre qu'on va étendre petit à petit aux ordis non Fleet de nos clients, puis un jour de gens qui ne sont pas nos clients, on les récupère, on les trie, pas nous, mais avec des partenaires. On les trie, on donne un label qui garantit que la data est effacée. C'est un truc assez sensible pour les entreprises, tu vois, elles veulent être garanties que la data des ordis a été effacée. Et après, on s'engage à ce que tous ces ordis récupérés soient soit reconditionnés et du coup revendus, et donc ils revivent un cycle d'utilisation qui est vertueux écologiquement, soit s'ils sont inutilisables, soit recyclés, donc les pièces détachées soient recyclées et réutilisées, soit enfin une partie des flux, pour l'instant c'est 20% à redéterminer, on les drive vers des associations telles que Emmaüs Connect pour la réduction de la fracture numérique. Donc tu vois, on essaye de vraiment travailler cette fin de lease et de cycle pour avoir un impact positif aussi bien écologiquement que socialement. Et c'est assez important pour nous. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute! Si on reste sur les chiffres, donc 12 millions, là vous prévoyez de doubler. Ça m'intéresse ce sujet parce que je suis exactement dans la même thématique aussi pour l'année prochaine. Comment tu abordes, en tant que CEO, une boîte qui va doubler? Qu'est-ce que tu as mis en place comme, je sais pas, process, outils, recrutement pour t'aider à doubler de taille? J'imagine que ça a des conséquences internes assez importantes. Ouais, écoute, nous on essaye voilà, comme on est rentable, du coup on essaye d'être assez précautionneux sur jamais surembaucher, quoi. Donc c'est pas trop notre culture, on est assez frugal. On essaye d'être très héroïste, du coup, donc très processisé, héroïste, rester focus, choisir les projets qui vont vraiment avoir de l'impact et avoir un bon ROI, tu vois. Donc
qui vont demander X efforts mais générer X rendement, quoi. Donc on est assez attentif à tout ça, et après on essaye d'être assez processisé. Encore une fois, tu vois, je suis peut-être exigeant. Je trouve qu'on pourrait être meilleur sur ça, mais voilà, on a tout OKR, Notion, pas mal. On est très KPI driven, donc on a beaucoup de KPI, beaucoup de data, mais relativement classique par rapport à d'autres organisations, je pense. Et cette partie objectif, parce que je sais que c'est quand même un de tes points forts, un de tes sujets, ça se formalise comment? Ça m'intéresse de rentrer un peu dans la mécanique. Tu parles d'OKR. Est-ce que c'est le seul modèle? Si c'est ce modèle-là, comment tu t'y prends un peu en interne? Est-ce que c'est une fois par an? Est-ce que tu le revois régulièrement? Est-ce que tu peux nous donner un peu le feedback et l'expérience que tu as dans cette approche du KPI et dans la définition et la gestion? Ouais, bien sûr. Bah écoute, ouais, alors nous, donc parmi nos valeurs, dans notre culture d'entreprise, on aime beaucoup measure to improve, tu vois, se mesurer pour s'améliorer, tu vois. Et donc on pense qu'on n'améliore pas ce qu'on mesure pas. Donc on essaie de mettre beaucoup de KPI. Et ça, c'est une culture. Enfin, c'est vraiment un truc officiel. Ouais, c'est une valeur et c'est culturel. Okay. Et on en parle et on trouve que c'est important, quoi. Sinon, c'est trop, tu vois, au nez, quoi. Enfin, genre, j'ai l'impression que ça va bien. J'ai l'impression, enfin, je sais pas, tu vois, si tu veux faire un régime et maigrir, tu dois te peser. Il y a comment tu te vois dans le miroir, mais il y a aussi, tu te pèses et tu vois concrètement, est-ce que tu as perdu des kilos, ou sinon c'est juste, je me sens fit, je me sens gros. Enfin, donc, pour tout, quoi. Ou si tu fais de la course, tu veux préparer un marathon, je pense qu'à un moment, tu prends un chrono et tu regardes en combien de temps tu as fait 10 km, en combien de temps tu as fait 20, est-ce que tes temps s'améliorent au fur et à mesure, et tu le fais pas, voilà, au nez, sans mesurer combien de kilomètres t'as couru ce jour-là et combien de temps t'as fait pour les courir. Sinon, tu te prépareras jamais, quoi. Donc toi, tu vas dans quel niveau de granularité en interne? Tu touches chaque département, les sales, le marketing, à son lot de KPI. Ouais, chaque département. Après, on essaie de faire un travail régulier, de redéfinir les KPI. Tu vois, je pense que ce qui est pas facile, quoi, est-ce que les KPI sont bien définis, est-ce qu'ils capturent bien, tu vois, la performance d'un département. Et là, c'est hyper intéressant. Enfin, tu peux passer un temps fou à brainstormer et te dire, si on devait en garder qu'une, si on devait... regarde celui-là, mais du coup, il capture pas ça, ou si on fait que pousser ça, bah, du coup, ça va abîmer ça. Donc, tu vois, on les contrebalance. Tu vois, on a beaucoup de chiffres sur beaucoup de sujets parfois on en met certains plus en avant, parfois d'autres. On essaie de les équilibrer. Tu vois, il y a une phase, l'année dernière, on a très vite grossi beaucoup, mais on s'est rendu compte, du coup, comme tu disais, qu'il y avait beaucoup de startups, donc on devenait dépendant de certaines grosses startups qui commençaient à prendre un volume important de notre revenu. Donc, on s'est dit, ok, bah, c'est cool le chiffre d'affaires, mais en même temps, il faut faire attention pour avoir du revenu de qualité que ce revenu ne dépende pas de quelques clients, tu vois. Donc, on a fait un travail d'élargir la base client. Donc, ça, élargir la base, bah, ça augmente pas forcément ta top line. Ça diminue ton risque. Et ça, tu vois, ça peut diminuer ton revenu moyen par client. Ça demande plus d'efforts d'acquérir plus de clients, mais en fait, c'est plus sain. Donc, tu vois, il n'y a pas que le revenu, c'est pas le seul truc. Il n'y a pas que la rentabilité. Il n'y a pas que le nombre de clients. Il n'y a pas que le revenu moyen par client. Enfin, tu vois, et tout s'équilibre. Et donc, ça, c'est assez important de passer du temps sur ça, quoi. OKR, etc. On le fait une fois par quarter. Moi, j'aime bien travailler backward, tu vois ce que je veux dire? Donc, de partir d'un objectif et après faire un rétro-planning et décomposer, tu vois. Donc, de partir de l'arrivée et jusqu'à, tu vois, il y a une certaine logique. Enfin, c'est comme quand tu dis, tu vois, je vais aller à Marseille ce week-end. Bon, bah, tu regardes sur la carte où est Marseille et du coup, tu vois comment relier Paris et Marseille, quoi. Pareil, tu prends pas ta voiture et tu roules et tu te dis peut-être qu'un jour j'arriverai à Marseille, tu vois. Enfin, donc, on travaille, backward comme ça. Donc, tu vois, c'est typiquement, on peut se dire, on veut lancer l'Espagne en avril 2022, ce qu'on a fait. Bon, bah, 6 mois en amont, qu'est-ce qu'il faut avoir fait pour être live en avril 2022, tu vois. Donc, il faut avoir refroidi le site en espagnol, avoir créé une entité légale, c'est de faire agrémenter par un partenaire financier, avoir préparé le marketing, avoir préparé tels assets, etc. Donc, tu vois, on travaille pas mal comme ça, mais c'est assez classique aussi, avec des PMO, des rétro-planning, des deadlines et des OKR, du coup. Ok. Et tu consolides ça dans quoi? Dans un Excel? T'as des outils pour suivre tes data au quotidien? Ouais, alors on a notre data, elle est dans un
un truc qui s'appelle Data Studio par Google, avec la data visualization. Toute la doc interne est dans Notion. Et les OKR, on les fait sur Excel. Ouais. On a une spreadsheet partagée sur Notion. Sur spreadsheet. Ok. Comment ce rôle de CEO que toi tu as, il semble assez naturel quand on t'entend et voilà, mais ça, c'est, j'imagine, un rôle assez challenging. Surtout que quand vous commencez à 2 et vous êtes à 30 aujourd'hui, c'est avec plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même assez complexe. C'est naturel pour toi, ce rôle? Ou tu l'as travaillé, t'as évolué, tu t'es un peu remis en question avec l'évolution de ta boîte? Ouais, écoute, c'est dur à répondre, quoi. Enfin, non, bah, je pense que c'est naturel dans le sens où, tu vois, avant ça, j'avais été directeur de pays chez Rocket Internet, Head of Ops, CEO. Donc, tu vois, j'ai eu plusieurs rôles de leadership dans différentes startups. Tu vois, souvent fait du management, etc. Il y a des parties du rôle, tu vois, que je fais plus naturellement que d'autres, quoi. Tu vois, genre, je pense que la partie définition d'une stratégie, définition d'une roadmap, etc., je le fais assez naturellement. Je suis assez confortable de trancher des arbitrages, tu vois, de trancher des décisions, tu vois. Je fais assez naturellement des choses d'outside. Après, il y a des aspects que tu vois qui sont importants, que je fais. Ouais, ça dépend des personnalités, tu vois. Moi, je suis moins, peut-être, tu vois, après, il y a plein de styles, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs styles de leadership et de Et là où t'es pas à l'aise ou là où c'est moins naturel, tu te forces et t'apprends ou tu délègues? Non, bah, il y a une partie où je peux me forcer parce que je pense que, tu vois, c'est mon rôle, il faut que je le fasse. De toute façon, il n'y a pas de job où tu fais rien, où tu te forces. Donc, tu vois, il y a des choses auxquelles je me force, tu vois, et il y en a d'autres si je pense que vraiment quelqu'un d'autre le fera mieux que moi, ou que je serai jamais bon, ou que ça détruit de la valeur que ce soit moi qui le fasse, évidemment que je le délègue, quoi. Si je pense que c'est très important que je le fasse, même si tu vois, typiquement, par exemple, bon, bah, tu vois, quand je suis invité sur BFM Business pour parler de fleet à 6 heures du matin, je pense que personne n'aime faire ça, quoi. Enfin, personne n'aime faire ça, quoi. Genre, faut être maso pour avoir envie de te lever le matin à 5 heures. C'est quand même toujours un peu stressant de passer en direct, etc. Bon, est-ce que je vais le déléguer à quelqu'un en marketing de mon équipe? Non, je pense que c'est important que je sois la face et la voice de la boîte. Et que je recherche ça sur les réseaux. Est-ce que j'aime rechercher ça sur les réseaux, faire ça? Pas spécialement, quoi, mais tu vois, je me force et j'essaye de bien le faire, quoi. Quels ont été les grands, je sais pas si c'est évident à dire non plus, mais tes grands learnings de ces 3 dernières années, toi, en tant qu'entrepreneur et CEO? Il y a des choses que tu as le sentiment d'avoir vraiment, entre guillemets, appris et qui sont des éléments d'apprentissage importants? Non, bah, je pense que tu vois, encore une fois, j'avais déjà vécu pas mal de choses avant, quoi. Enfin, chez Aeronac, chez Rocket, etc. Je lisais beaucoup aussi de livres un peu business, quoi. Donc, tu vois, sur l'histoire de plein de boîtes, Amazon, etc. Tu vois, ou des livres comme, tu vois, Art Thing About Art Thing, The Everything Store. Enfin, j'avais lu pas mal. Puis à côté aussi, je suis business angel. Donc, tu vois, j'ai un peu des learnings un peu permanents où régulièrement, tu vois, je fais évoluer un peu du knowledge, etc. Après, j'ai pas eu, enfin, ce que je pourrais décrire comme De découverte, quoi, des trucs où pas tu une t'y énorme attendais pas. découverte ou une grosse claque ou, tu vois, j'ai des choses qui s'affinent ou d'ailleurs, parfois, tu vois, tu fais même des allers-retours, hein, tu vois, et tu peux te dire, en fait, il faut faire plutôt ça, puis en fait, tu fais plutôt ça, tu dis, ah non, mais en fait, ce que je pensais avant, c'était mieux. Donc, j'ai pas de grosses découvertes, c'est plutôt de la petite itération, quoi. Ouais. Il y a un élément qui est quand même important dans le profil de Fleet, c'est que c'est une boîte qui est autofinancée. Je crois que c'est toujours le cas, hein, c'est ça? Ouais, Ouais. exactement. Pas de financement extérieur. Même au départ, il n'y a pas eu de love money. Enfin, vous êtes monté, vous de votre côté ou non? Ouais, Pas eu. tout seul, nous de notre côté, avec vraiment, en plus, pas d'argent, quoi. Enfin, le capital social au début, c'était 100 euros. Puis on nous a dit qu'il fallait que ça soit 5000, donc on a mis 2500 chacun, et voilà, quoi, tu vois. Et après, on a travaillé, quoi.
Et ça, c'était un choix au départ une contrainte parce que t'avais pas les ronds. Mais est-ce que vous vous êtes dit, quand tu disais qu'on est frugaliste, est-ce que c'est parce que c'est votre personnalité, vous vous êtes dit, on va pas aller chercher des financements extérieurs parce qu'on va pas diluer notre capital, on en a peut-être pas besoin et on va essayer de faire sans si ça marche. Enfin, c'était Ouais, alors une ça, démarche ou pas? même ça, typiquement, je sais pas, je sais pas quoi en penser, tu vois. Enfin, parce que à côté, tu vois, je suis business angel assez actif. Ouais, ça fait pas un peu Et paradoxal de dire. parfois, non, mais je pense que parfois, faut vraiment lever des fonds, parfois, faut pas, parfois, c'est entre les deux. Et c'est très dur à dire, ouais, j'ai pas une religion tranchée sur ça, quoi. Je pense qu'il faut être assez pragmatique. Du coup, pour Fleet, on avait un peu d'argent de côté, mais tu vois, moi, je me disais, bon, c'est déjà un gros engagement, tu vois, d'investir Ouais, tout son temps ta dans carrière dedans, ouais. quitter un job, etc. Donc, tu vois, je voulais miser ça et je trouvais que c'était déjà une grosse mise, tu vois. Après, j'étais pas chaud de faire de la love money parce que, tu vois, faire un petit tour, non, mais tu vois, j'étais un peu, ouais, soit on fait un tour, soit on fait pas de tour, quoi. Enfin, soit on fait un vrai gros tour, soit on n'en fait pas. Au début, je voulais en faire un et en fait, à un Qu'est-ce qui moment, te fait changer d'avis, ouais? eh ben, écoute, en fait, on a passé, c'était un peu une autre époque, hein, par rapport à maintenant. Donc, c'était il y a pas très longtemps, mais c'était en avril 2019. Donc, c'était assez rare à l'époque de se lancer sur un business et de lever avant de se lancer un beau tour avec des VC. Donc, il fallait un peu avoir de traction. Tu vois, c'était plus frugaliste déjà à l'époque. Enfin, fallait déjà avoir des petits achievements ou commencer à avoir construit des choses avant de lever, tu vois. Donc, on a commencé à construire, etc. On a beaucoup travaillé nos unités économiques et notre cash flow. Beaucoup travaillé ça, beaucoup travaillé la distrib. Et donc, en fait, il y a eu une phase un peu chaude où, tu vois, on a eu beaucoup de ventes et du coup, il fallait quand même acheter les ordi avant. Donc, tu vois, on était un peu tendu en cash. Et dès qu'on a passé ce creux, tu vois, de tension, on s'est mis à encaisser toutes ces ventes d'ordi qu'on avait fait on a beaucoup grossi, tu vois, entre avril et juillet. Donc, on s'est mis à encaisser beaucoup de cash. Et on s'est retrouvé, en fait, assez avec beaucoup de cash, tu vois, et avec, tu vois, on faisait plus de 5 000 euros par mois, directement, quoi, de revenus. Donc, 1 million annualisé. On s'est vite retrouvé avec des bons coussins de cash. On s'est dit, en fait, on peut payer des premiers salariés avec ce cash, tu vois. On peut payer des premiers salariés avec ce cash qu'on a et on n'a pas forcément besoin de lever, quoi. Ok. Et après, bon, c'est pas une maladie en soi de lever. Ça aurait changé quoi concrètement si tu avais levé? On te demande à ce moment-là plus de rentabilité, plus de scale encore. Enfin, ça aurait changé quoi de lever? Te diluer? Mais est-ce que ça amène des contraintes internes que t'as pas aujourd'hui et que t'es content de pas avoir? Ouais, bah, c'est dur de faire le match, Sans l'avoir fait, de sans refaire. l'avoir fait, quoi, de refaire un match que t'as pas fait, mais je sais pas exactement, quoi. Je pense qu'on aurait, moi, je sais, j'ai du mal à voir, tu vois, qu'est-ce qui se serait passé pour Fleet si on avait levé. Je sais pas si on serait beaucoup plus avancé qu'aujourd'hui en termes de revenus, etc. Peut-être un petit peu, mais pas beaucoup plus. Je pense qu'on aurait beaucoup dépensé, quoi, du coup. On aurait une équipe beaucoup plus grosse. Donc, je pense que ça aurait été moins héroïste dans le cas de Fleet, tu vois. On se serait en effet dilué, pas mal dépensé et peut-être unfocus et ça aurait peut-être pas été pertinent. Alors que, et en même temps, on aurait peut-être fait d'autres choses aussi, tu vois. C'est-à-dire, voilà, si tu me dis, il y a 3 ans, on aurait levé, peut-être qu'on aurait fait des choses. Si là, tu envoies cet Alexandre d'aujourd'hui, il y a 3 ans, moi, je pense que je pourrais lever et faire quelque chose de très pertinent avec tous les learnings que j'ai eu au cours de ces 3 dernières années, quoi. Mais il y a 3 ans, j'avais pas ces learnings, donc j'aurais peut-être pas suivi cette trajectoire-là. Ouais. Et là, t'as quand même. Très clair comme réponse, excuse-moi. Ouais. Non, mais la question était peut-être pas facile non plus, mais en tout cas, il y a ce côté paradoxal d'avoir une boîte non financée, paradoxal ou en tout cas intéressant. Et en même temps, toi, t'es quand même un acteur hyper présent dans le monde de l'investissement. En tant que BA, t'as 30, 40 investissements, c'est ça, à ton compte. Enfin, il y a plusieurs dizaines de sociétés que t'accompagnes. Et en plus de ça, tu as été approché il y a quelques mois par Sequoia Capital, un des grands VC de la place, en tant que scout. Tu nous expliqueras un peu ce que c'est que ce job, mais c'est pas trop ton truc d'en recevoir, c'est plutôt ton truc d'en donner. Comment c'est né ce rôle de business angel, ce rôle d'investisseur? En fait, j'adore
Ouais, l'entrepreneuriat, les entrepreneurs. Je suis hyper heureux quand un entrepreneur me parle de son idée, me parle de son projet, quoi. Enfin, Hyper curieux, quoi. ouais, je suis très très curieux de nature. Je suis assez passionné. Donc j'ai la chance d'être passionné par mon travail et ouais, je suis très curieux. D'ailleurs, en tant que CEO, d'ailleurs, ça peut être dur parfois parce que tu es sur le même projet pendant pas mal d'années. Tu vois, pour que des gens très curieux. Le business angel, c'est une aération, quoi. Enfin, tu vois, comme sûrement pour toi les podcasts, tu vois. Enfin, ça va, permet de rencontrer exactement. des gens, d'écouter des histories, etc. Donc, je pense que c'est beaucoup pour ça que je l'ai fait au début, tu vois, pour apprendre, pour voilà, rencontrer des gens passionnants, qui me parlent de leurs projets encore plus passionnants, apprendre d'eux, leur partager les learnings que j'ai développés. C'est principalement pour ça. Rencontrer des gens et croiser des idées. Et Sequoia, tu les croises comment? La rencontre se fait comment? Et ce rôle de scout, ça correspond à quoi? T'identifies des deals, tu les mets sur des, enfin, ouais, ça se passe comment? Bah écoute, c'est un programme qu'ils ont développé. Ça a été les premiers à le développer. Ils ont été pas mal copiés depuis, comme sur pas mal d'autres choses, je pense. Et donc ouais, ils ont développé ce programme. Et l'idée de ce programme, c'est de permettre, voilà, des gens qui n'ont pas forcément les moyens financiers de faire beaucoup d'investissements, de les faire à leur place, enfin de financer ces investissements-là. Et donc l'idée de départ, c'est de donner une enveloppe, tu vois, à des gens autour d'eux, en leur disant voilà, on te laisse On te investir. permet d'investir en notre nom et tu prends une partie du deal, Voilà, peut-être, c'est ça le et concept? tu prends voilà un truc assez classique, mais un pourcentage de la performance, si ça performe évidemment, quoi. Donc ça permet à pas mal de gens de. Alors moi, il se trouve que j'étais déjà business angel avant, je faisais déjà des investissements avant, mais c'est certain que bon, déjà, tu vois, j'aurais pas pu en faire autant sans eux, donc ça, je suis très reconnaissant. Et Ce qui est ensuite, cool, c'est que ça crée aussi une aura. Enfin, t'as une autorité et un poids supérieur, donc peut-être un intérêt supérieur à te rencontrer ou à te présenter des deals, non? oui et non. Enfin, oui et non sur ça. Enfin, je veux dire, ça dépend. Tu vois, il y a eu une mode un moment anti scout. Ok. Il y a une mode un moment anti scout qui est un peu passée là, je pense. Évidemment, tu vois, tu vois, moi à titre personnel, je suis très très reconnaissant et j'étais, tu vois, même limite ému quand ils m'ont proposé d'être associé à cette brand, quoi. Enfin, tu vois, qui pour moi est légendaire et la plus belle de toutes, quoi, tu vois, Ah oui. enfin, dans notre industrie, quoi. Donc, ça, c'est certain que, tu vois, il y a un truc quasiment psychologique et émotionnel lié à ça. Et après, tu vois, je suis aussi très reconnaissant oui, de travailler. Donc, moi, en plus, j'ai développé une relation privilégiée avec leur équipe, donc de travailler de façon proche, d'échanger, De d'apprendre comprendre ces d'eux, mécaniques hyper professionnelles aussi, quoi, j'imagine. voilà, quand j'identifie une boîte, avoir leur retour. C'est beaucoup très intéressant et c'est très intéressant aussi. Voilà, et c'est hyper flatteur aussi quand j'ai eu la chance de quelquefois identifier des boîtes. Après, je pourrais pas rentrer trop dans le détail dans ce call par souci de confidentialité, mais j'ai eu la chance de parfois identifier des boîtes où ils ont eux-mêmes investi derrière. Donc voilà, c'est assez flatteur De voir ton impact et de voir ramener, aussi. voilà, de ramener des deals à Sequoia. Et moi, pour la petite histoire, je me rappelle, tu vois, donc quand j'étais en private equity, c'est marrant, mais tu vois, j'ai commencé à me dire, ah, mais en fait, tu vois, c'était un peu le private equity à la papa entre guillemets, donc c'était costume cravate tous les jours. Euh, Très finance, quoi, tu vois, très comme qu'on peut Très l'imaginer, institutionnel, très presque. institutionnel, voilà, costume cravate, machin, très formel et tout. Et j'ai commencé à me dire ouais, bon bah peut-être qu'il me faudra un environnement un peu plus venture, tu vois. Et à l'époque en France, le venture c'était quasiment que de la biotech, de la pharma. Il y avait pas trop de ça, il y avait pas trop, tu vois, c'était en 2013, hein. Mhm. Donc c'était très très light le venture. Donc là, à un moment, j'ai fait une petite expérience à la BPI très vite fait pour une des startups hébergées dans le hub de la BPI, tu vois, qui était un des premiers incubateurs à l'époque, quoi. Et j'ai commencé à lire un peu, et donc là, à ce moment-là, j'ai découvert Rocket Internet et j'ai découvert Sequoia. Et j'ai vu un documentaire génial qui s'appelle Something Venture, tu vois,
qui raconte l'histoire de la Silicon Valley et qui raconte et qui parle notamment beaucoup de Sequoia, puisque tu vois, c'est la boîte légendaire c'est le venture légendaire de la Silicon Valley, et qui raconte voilà la construction du venture, de cette industrie, de miser du capital risque qu'on appelle en France, tu vois, de miser de l'argent sur des projets venture, et comment, tu vois, de quelques ventureurs, quelques gens qui ont VC ont commencé à investir là-bas et commencent à créer des géants mondiaux, Google, Amazon, Facebook, PayPal, etc. Comment tout est parti de là-bas, et donc j'ai lu là-dessus, et c'est sûr que des années après, quand j'ai fait mon petit bout de chemin, donc après avoir rejoint Rocket, quand Sequoia m'a proposé de travailler avec eux, enfin tu vois, je me suis rappelé évidemment tout ça. tu vois, ouais, tout ça, à quel point j'étais sensible à cette marque, enfin que je continue à suivre, et ouais, de participer à cette journée où ils ouvrent leur bureau en Europe et les aider à s'implanter en France, tu vois, ça a une signification aussi personnelle pour moi, quoi. Et t'as un focus particulier dans les invests que tu suis, dans l'industrie que t'adresses? Non, je suis assez généraliste. J'ai un focus sur le seed, mais je suis assez généraliste. Je fais fintech, cyber, SaaS, un peu de consumer. T'as après, entre ton rôle de VC et ton rôle de BA, c'est peut-être différent, mais t'es actif dans le suivi du deal, dans la participation, je sais pas, au board ou des choses comme ça, ou t'es vraiment pur invest? Non, je prends pas de place au board, quoi. Je pourrais pas, de toute façon, j'aurais pas la. Ouais, c'est l'impression que ce serait. Je fais beaucoup d'invest et je pourrais pas bien les suivre. Et je mets des tickets petits, donc tu vois, je mets des tickets de 25 à 50 000 euros, tu vois, sur des tours de 2 à 9 millions, quoi. Donc il y aurait pas de raison que je sois au board et que j'ai un droit de vote ou de veto. Mais je joue un rôle, tu vois, où les fondateurs me consultent régulièrement sur une liste de sujets assez large, et où, tu vois, j'aime les faire sentir bien avec moi, et ils peuvent discuter, quoi, tu vois, de choses assez random, hein, en fait, hein, tu vois, ça peut être où est-ce que tu trouves tes stagiaires pour ça, ou je me suis engueulé avec mon associé, ou je suis déçu à ça chez mon associé, ou faut qu'on se sépare de notre CTO. Et ouais, c'est Le quotidien. ouais, quelqu'un de confiance à qui tu parles, tu vois, qui te juge pas, qui a pas, moi j'ai pas vocation aussi à remettre au tour d'après, donc tu vois, ils ont pas besoin ils peuvent se montrer avec leurs défauts et en parler et se sentir bien, et pas se sentir jugés, et ils sont pas dans un truc de représentation avec moi. Donc je pense que ouais, j'arrive à en mettre certains à l'aise sur ça. Et après voilà, donc par mon expérience, j'ai quelques learnings sur des sujets. Tu vois, là, on a lancé un free product chez Fleet avec Product Hunt, etc. Donc ça, je peux en parler un peu. On a ouvert l'Espagne. Avant, chez Aeronac, j'ai ouvert pas mal de pays. Donc ça, je peux parler de choses comme ça assez facilement. Ouais. Les deals, c'est toi qui vas les chercher, ou là, j'imagine que tu as mis en place une mécanique un peu de. Ça doit t'arriver de partout, là, non? Ouais, ça arrive de partout, comme tu dis, quoi. Ça arrive un peu de tous les côtés, quoi, mais Tu t'es mis une mécanique un peu à la Jean de la Roche-Brochard avec des réponses automatiques et toute une mécanique industrielle pour traiter tes dossiers. Non. T'en es pas là. T'étudies combien de dossiers par mois à peu près? Ouais, je dois faire 2-3 calls par semaine, Okay. de deal. De découverte. 2-3 calls de 30 minutes, hein, donc c'est pas très long. Et dessus, je dois faire quand même un deal par semaine, quoi, quasiment. Ah oui, quand même. Ou un peu, ouais, tu vois. 2 à 4 par mois, quoi. Ok. 2 à 4 par C'est mois. quand même un sacré rythme. Mais je filtre pas mal, quoi. Genre, quand je parle en call, tu vois, c'est que c'est déjà pas mal filtré, quoi. Enfin, je passe pas mes journées à faire des calls, sinon c'est invivable, quoi. Enfin, surtout que je suis CEO à côté. Ouais, t'es très sélectif. Ouais, accessoirement, t'as une boîte. C'est 2 jobs, hein. Ouais, c'est clair. Je suis assez sélectif sur les calls, et après je mets pas mal de tickets quand même, tu vois, par rapport à un fonds qui fait moins de deals dans une année et qui fait des plus gros bets. Moi, comme je fais beaucoup de petits bets de 25-50K, enfin tu vois, c'est pas pareil, quoi. Ok. Et comment, j'en parlais récemment avec Renaud Visage, que tu connais peut-être, qui est aussi pas mal actif dans le monde de l'invest, co-founder de Eventbrite. Tu l'abordes comment, toi,
cette phase qui nous arrive là où on parle de crise, on ne sait pas si elle est là, si elle va venir, si finalement voilà, il y a pas mal de scale-up et de start-up qui annoncent des licenciements, qui freinent les invests. Comment tu la vis toi, à la fois en tant que CEO de Fleet, parce que tu es quand même directement impacté par l'onboarding des people, et aussi en tant qu'invest? Il va y avoir une grosse crise, tu flippes ou enfin voilà. Ouais, écoute, quel regard tu portes? non, je pense que non, je pense qu'il va y avoir. C'était un peu la fête, tu vois. Donc, tu vois, il y a eu des excès et bon, tu vois, tu sais, enfin, je sais pas quel âge t'as, mais 40. le lendemain, ouais, enfin voilà, moi j'ai 32 ans. Bon, bah, les lendemains de fête, t'as une gueule de bois, quoi. Sauf quand t'as 18 ans, voilà, tu le payes un peu, quoi. Donc, quand t'as fait des abus, des excès, etc., tu le ressens. Donc, je pense que voilà, il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup d'excès. La fête a battu son plein, et là, il va y avoir une gueule de bois qui va durer un temps, tu vois. Peut-être plus court que la fête, mais qui va durer un temps, quoi. Donc, ça, c'est Et tu certain. sens que les invests se calment, toi, Après, je pense qu'il y a du bon dans toutes les périodes, tu vois. Genre, je pense que quand il y a une phase un peu d'abus, tu vois, avec à plein de niveaux, tu vois, et c'est jamais très sain, et c'est bien que ça s'éternise pas. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu pas mal de ça va assainir aussi de gens peut-être le qui truc, se quoi. sont lancés dans l'entrepreneuriat en se disant c'est facile. Tu vois, c'est facile, tout le monde lève, je vais devenir millionnaire, on paper, tu vois, genre, j'ai déjà levé X millions, ma boîte vaut tant, je me suis même pas lancé, tu vois, j'ai déjà des millions virtuels, après tu refais des tours, tu vois, et t'as eu beaucoup de millionnaires en paper money, quoi, enfin, et ouais, je pense que là, ouais, on va revenir un peu à des fondamentaux, où monter une boîte c'est dur, scaler une boîte c'est dur, être rentable c'est dur, c'est très exigeant, tout le monde n'y arrive pas. Investir en seed c'est dur, peu de boîtes en seed font du return et exit in fine. Donc voilà, tout ça, tu sais, des fondamentaux basiques d'économie, hein, tu vois, de création de valeur et tout. Je pense qu'on va y revenir un petit peu, et c'est dur, quoi. Donc vendre avec une marge et avec des profits à des customers, c'est dur. Garder des customers, c'est dur. Avoir des customers happy, c'est dur. Enfin, tout. Avoir des employés happy, mais pas les surpayer, c'est difficile. Enfin, tu vois, genre, je pense qu'on va revenir à des fondamentaux où il y avait une période d'abus à plein de niveaux, où on disait, voilà, c'était un marché des talents par rapport aux entreprises, où du coup, tu vois, les talents pouvaient dire, alors moi, je vais être en remote de Lisbonne, mais avec un salaire parisien, travailler 4 jours par semaine, mais être payé 5. Enfin, je caricature évidemment. Donc, Ouais, mais on n'est pas loin de la réalité dans certains cas. Il va y avoir moins de choses comme ça, quoi, je pense, puisqu'il va pas moins y avoir des centaines d'offres par talent, mais ça va être plutôt beaucoup de candidats par offre, quoi. Donc ça, il y aura moins d'abus sur ça, et il y a du bon. Et pareil, les fondateurs vis-à-vis des VC, voilà, je pense qu'avant, les VC chassaient les entrepreneurs pour mettre des tickets chez eux. Maintenant, les entrepreneurs vont devoir bien pitcher et justifier, expliquer en quoi c'est pertinent de lever des fonds. Et expliquer, présenter des projets qui tiennent la route, quoi. Mais ce qui est sain quand tu réfléchis, quoi. Enfin, c'est normal, c'est un ordre des choses aussi, quoi. Enfin, c'est un rééquilibrage à trouver, quoi. Clairement. Eh ben, merci pour ces feedbacks, Alex. On va passer aux questions un peu plus rapides, un peu plus perso aussi, peut-être. À titre perso, toi, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans cette expérience? Non, bah écoute, je suis fier ouais, d'avoir créé une boîte en quelques années, assez différenciée, disruptant d'un marché, qui fait du chiffre d'affaires, qui est rentable, qui a un vrai business model, qui arrive à vouloir continuer de se développer, qui a construit de la tech. Là, récemment, on a fait des pubs dans le métro, on ouvre en Espagne. Donc, tu vois, qui est à la fois ambitieuse et en même temps rentable, saine, équilibrée. Cool. Il y a un truc que j'adore creuser, et toi, t'es quand même un bon sujet pour ça. C'est l'équilibre. J'allais dire l'équilibre vie pro, vie perso, c'est pas évident, mais c'est pas forcément la question, mais l'organisation pour gérer tous tes sujets, entre la répartition de ton boulot Fleet et la répartition de tes sujets ailleurs. Est-ce que tu fais des journées de 23 heures, ou est-ce que tu as une discipline qui est qui est assez structurée, avec des calls le matin, avec tel truc, le lundi, début de semaine, fin de semaine. Enfin voilà, est-ce que tu as des petites routines, des petites disciplines que tu t'imposes pour être efficace? Écoute, pas tant que ça. Donc, j'ai pas trop les calls le matin, les trucs l'après-midi. Voilà, il y a des jours où je me ménage un peu plus, où je fais un peu de télétravail, genre lundi, vendredi, pour, tu vois,
rentrer dans le week-end coupé et rentrer dans la semaine plus tranquillement, quoi. J'ai la chance qu'en fait les deux activités se rejoignent pas mal et tu vois et ont pas mal de synergie pour Fleet. Tu vois, l'aspect business angel en fait crée pas mal de valeur pour Fleet. Donc tu vois, je les considère comme une seule activité, quoi. Enfin, après évidemment, il y a des j'essaye tu vois, comme je te disais, de pas faire 30 calls business angel par semaine, mais de continuer à en faire, donc de trouver un équilibre entre ça et ça. Et après, non, j'essaye d'être souvent à zéro inbox, quoi, tu vois, le soir. Ah oui, tu arrives, ça? Ouais, je suis tout le temps à zéro inbox. Ça, c'est une routine et c'est un truc. Et non, après, j'essaie de vraiment bien kiffer ma vie perso. Après, pour l'instant, j'ai pas d'enfant, donc ça sera sûrement un rééquilibrage à trouver, quoi. Mais non, j'arrive à faire plein de choses en dehors, du sport, voyager beaucoup, vivre, faire plein de passions. Et t'as des outils qui t'aident à équilibrer ça, à gérer tes to-do list, à gérer, je sais pas, à vider ton esprit, Non, bah, j'utilise Superhuman pour mes mails. Ah, Et en fait, mes mails, c'est ma to-do list. Voilà, j'ai mes mails et mon WhatsApp. Et c'est tout, quoi, quasiment. Cool. Est-ce qu'il y a des boîtes qui t'impressionnent en termes de vision ou d'exécution en ce moment dans l'écosystème tech? Non, bah, je suis impressionné par Sorar, quoi. Forcément. Tu vois, un tel product market fit, exécution, simplicité dans l'idée. Moi, je trouve ça hyper, C'est fascinant, ouais. ouais, fascinant, quoi. Et avec une visibilité. Les économiques dont on m'a parlé, les partnerships qu'ils font. Puis j'imagine qu'il doit, enfin moi j'aime bien le foot, et lui il a l'air encore plus fan de foot, Nicolas. J'imagine que quel kiff c'est de faire des partenariats avec Mbappé, Zidane, Messi, Enco, des vidéos avec Zidane, ouais, Pelé, Zidane. Donc je pense que c'est rare, quoi, mais du coup c'est d'autant plus impressionnant d'avoir une boîte qui fait ses niveaux de CA si vite, rentable. Ouais, c'est exceptionnel, quoi. Et d'ailleurs, du coup, ils ont eu l'élevé et les valorisations qui vont avec, mais c'est un truc assez exceptionnel, ouais. Clairement. Il y a un personnage dans l'univers entrepreneurial que t'aurais pu prendre ou que tu aimerais avoir en tant que mentor, un mec qui t'impressionne? En France, tu veux dire, ou N'importe. Quelqu'un qui te marque et où tu te dis, putain, là, il y a un type qui est assez impressionnant, quoi. En tant qu'entrepreneur, ouais, visionnaire. il y en a plein, quoi. Il y en a beaucoup, ouais. Enfin, moi, je te dis, je lis énormément de livres, donc tu vois, sur Jeff Bezos, Musk, mais même des trucs plus niches, hein. Enfin, donc ouais, la liste est hyper longue, à la fois en entrepreneur, en VC, tu vois, il y a énormément de gens. Enfin, ça serait dur d'en retenir un seul, Ouais. quoi. Ok. Il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré être utile dans ta carrière jusqu'ici? Ouais, je pense qu'il y a un bon conseil qu'on m'a dit assez jeune par quelqu'un qui a été un de mes premiers mentors, qui m'a dit vraiment, voilà, on se distingue dans sa carrière pas en essayant d'être moyen ou bon partout, quoi. Et donc ne travaille pas tes faiblesses pour devenir bon, quoi, mais voilà, essaie de travailler quelques trucs pour devenir exceptionnel dessus. Et donc je pense que ouais, c'est assez intéressant, quoi. Et pour faire un parallèle d'ailleurs avec le foot dont on parlait. J'étais hier avec mon associé, je regardais le match France-Australie et il me disait qu'il avait lu 4 pages dans l'équipe qui disaient que Messi il avait un pied droit, mais qu'en fait il l'utilisait jamais, quoi. Enfin que tu vois, 99% des touches de balle qu'il faisait c'était pied gauche, mais que comme il a un pied gauche tellement exceptionnel, en fait, autant ne pas chercher à utiliser le droit du tout, quoi, tu vois. Donc t'accentues tes forces, quoi. Tu cherches pas Ouais, à tu compenser travailles tes tes faiblesses. forces, t'accentues tes forces, tu travailles, tu vois, tu t'essayes de faire tes premiers jobs sur tes forces, d'avoir de l'impact grâce à tes forces, te distinguer grâce à tes forces, versus passer un temps fou à essayer de corriger tes faiblesses, etc., quoi. Ok. Donc, faut l'accepter, quoi. Est-ce qu'il y a, enfin, tu vois, pour maintenir un peu ta culture tech, ta culture des products, la culture des nouveaux sujets, tu consultes quoi comme média, toi? Média ou source? Du coup, comme je suis Angel, je reçois beaucoup de choses, donc de deck, de reporting, etc., donc qui me nourrissent un peu constamment, tu vois, de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, c'est quoi les verticales qui sont à la mode, etc., c'est quoi les trends et tout. Ça, c'est un gros canal. Je t'ai dit, je lis beaucoup de livres, pas mal de livres. Et après, je reçois une newsletter, Strictly VC. Je suis abonné à Sifted aussi. Donc, j'ai quelques médias que je suis aussi.
Ok. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué? Enfin, tu dis, t'en as lu pas mal, et si on devait, s'il y en a un, tu vois, qui t'a particulièrement marqué et que tu recommandes à tout le monde de lire, ça serait lequel? Ouais, c'est pareil, hein, il y en a. C'est dur. C'est dur d'en sélectionner un seul. Après, ça dépend du sujet. Je pense que tu vois, une bonne intro, c'est The Hard Thing About Hard Things. Tu vois, il est vraiment bien sur l'entrepreneuriat, le management, les La sujets gestion de crise. difficiles auxquels on peut se faire confronter. Il y a un très bon livre sur l'histoire du venture capital, etc., qui s'appelle The Power Law. Après, il y a des bons livres sur la stratégie, notamment ceux de Jim Collins, From Good to Great. Tu vois, il en a fait pas mal. Moi, j'aime bien les livres un peu épopées, tu vois. Donc, sur Amazon, il y en a 2, The Everything Store, puis le deuxième, Amazon Unbound. Il y en a un très bien sur Nike, Shoe Dog. Voilà. Après, il y en a sur le product, il y en a sur le marketing. Il y en a sur le hiring. Il y en a pas mal, hein. Ça dépend du sujet, en fait, tu vois. Bon, tu les as tous balayés. On a pris Non, pas tous. Enfin, il y en a encore plein que j'ai pas lu, mais je trouve que c'est important, ouais. Et dans l'univers tech ou dans la partie product, est-ce qu'il y a un produit qui t'a marqué, une techno qui t'a marqué, où tu te dis que là, ça va être un gros sujet dans les années à venir? Ouais, bah écoute, ça va assez vite, hein. Donc, tu vois, moi, les dernières années, j'aimais beaucoup product-led growth. Donc, tu vois, comme Figma, Notion, ou c'était même plus, tu vois, ni sales ni marketing, mais juste le produit qui se vendait tout seul. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et c'était une grosse trend des dernières années. Voilà, en industrie, je pense que la cyber, ça va être un gros sujet sur les prochaines années plutôt. Donc je fais pas mal de deals en cyber. Voilà, on va voir si, tu vois, je me suis intéressé, j'ai regardé Web3, faut qu'on voit. Je pense que c'est un peu immature pour l'instant, mais on va voir si on sort des business models solides et cohérents et les évolutions que ça va amener, quoi. Mais évidemment, tu vois, en parlant de trend de business model, c'est dur de pas en parler. Là, en ce moment, on parle beaucoup de generative AI. Tu vois, l'AI qui génère des textes, des images automatiquement, c'est pas mal à la mode. Pareil, c'est très early, c'est pas encore mature, tu vois. Donc on est aux prémices, donc on va voir qu'est-ce qu'il en sort. Ouais. Nickel. Dernière question, et après je te laisse. Est-ce qu'il y a une personnalité, un parcours, une personne que tu me recommanderais d'avoir à ce micro qui aurait des choses intéressantes à partager? Tu me recommanderais qui? J'ai pas regardé en détail qui t'avait eu, mais j'ai pas eu Nicolas Julia. Si tu peux m'aider à le rencontrer. Ouais, Julia, c'est pas mal du coup, comme on en a parlé. Non, mais sinon Thibaut Elzière qui a fondé eFounder, je pense que tu vois en termes de knowledge sur notre écosystème, tu vois, qui a participé à la création de plusieurs licornes. C'est quelqu'un de très intéressant. Il y a quelqu'un d'autre que je mets dans la même catégorie, qui est Antoine Fresh, qui avait monté Kerala et qui a investi au début de Doctolib, de Malte, qui a géré La Fourchette, tu vois. Donc pareil, tu vois, il a été. Moi, je suis assez fasciné, notamment par ces deux-là, où le fait de répéter le succès, tu vois, d'avoir un playbook, quoi. Enfin, une fois, tu peux te demander s'il y a une part de chance ou de hasard, mais tu vois. Là, ils ont capté un truc, ouais. Plusieurs licornes ou plusieurs grosses boîtes disruptant. Bon, c'est qu'il y a ça devient une science, plus que de la chance, quoi. Il y a des trucs à apprendre. Eh ben, c'est noté. Merci Alex pour tous ces échanges et cette discussion assez open. Bravo pour le parcours et puis hâte de suivre un peu tout ce que tes différents projets ce sur quoi ça va aboutir. Mais c'était passionnant et instructif. À bientôt. Merci. Avec plaisir, à bientôt. Salut. Ciao Alex. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.